Un policier blanc harcèle une femme noire, elle devient immédiatement chef de la police. C'était un après-midi ensoleillé dans une petite ville, le genre de journée où la chaleur dans l'air semblait compléter l'énergie paisible du quartier. Les rues étaient bordées de maisons modestes, chacune avec des pelouses soigneusement tondues et des enfants jouant dehors, leur rire résonnant faiblement en arrière-plan. Parmi les habitants se trouvait une femme noire, une figure de force et de confiance silencieuse. Elle conduisait son itinéraire habituel ou marchait dans les rues qu'elle connaissait depuis des années, se tenant avec l'assurance de quelqu'un qui appartenait à cet endroit. Son quartier était son sanctuaire, un endroit où elle se sentait à l'aise, protégée du bruit et des tensions du monde extérieur. C'est là qu'elle avait construit sa vie, gagné le respect de sa communauté et trouvé une paix qui était souvent difficile à atteindre ailleurs. Elle avait toujours été consciente des défis subtils et parfois évidents, liés au fait d'être une femme noire naviguant à travers les préjugés sociétaux, mais ici, dans son quartier, elle se permettait de se détendre. Cependant, la tranquillité de sa journée prit d'un tournant brusque lorsqu'une voiture de police, un véhicule synonyme d'autorité et de tension dans de nombreux quartiers comme le sien, apparut. Derrière le volant se trouvait un policier blanc, sa présence jetant une ombre sur cette journée ensoleillée. Il conduisait lentement, les yeux fixés sur elle, son attitude rayonnant de suspicion. Il ne passait pas simplement par là ou ne suivait pas son itinéraire de patrouille. Il la suivait. Au début, elle remarqua la voiture dans sa périphérie et la laissa passer pour ce qu'elle pensait être une routine. Mais à mesure que les secondes passaient, il devint évident que ce n'était pas un simple hasard. Le policier continua à la suivre, son rythme s'alignant avec le sien, son regard inébranlable. Son instinct lui disait ce qui allait se passer, un scénario bien trop familier dans une société où les préjugés s'immiscent souvent dans les fissures du pouvoir. La femme garda son calme, son esprit calculant déjà ses prochains gestes. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait pas accéléré, traversé hors des clous, ni perturbé l'harmonie de ses environs. Et pourtant, le regard du policier perça en elle comme une accusation silencieuse. Ce n'était pas à propos de ses actions, c'était à propos de qui elle était, de ce qu'elle représentait pour lui. Pour lui, son existence à ce moment-là justifiait un examen minutieux. La voiture de police s'arrêta et le policier sortit. Ses mouvements étaient de délibéré, sa main reposant sur sa ceinture de service, où une multitude d'outils symbolisant le pouvoir pendèrent de façon menaçante. Il s'approcha d'elle, son expression un mélange d'autorité et de scepticisme, comme s'il était déjà convaincu qu'elle avait commis une infraction. « Madame !» commença-t-il, son ton sec et exigeant. « Que faites-vous ici ?» La question elle-même portait une pointe, sous-entendant que sa présence dans son propre quartier était d'une manière ou d'une autre suspecte. Elle le regarda avec calme, son attitude contrastant fortement avec sa posture agressive. Sa voix, lorsqu'elle répondit, était ferme et polie, mais assurée. « Je vis ici. Y a-t-il un problème, agent ?» Ces mots furent accueillis par un sourire incrédule, comme s'il ne pouvait pas vraiment croire son affirmation. « Avez-vous une pièce d'identité ?» insista-t-il, sa demande moins une question de procédure qu'une manière d'affirmer sa domination. Ses yeux la scrutèrent, cherchant le moindre signe qui pourrait confirmer ses préjugés. Autour d'eux, l'habituel bourdonnement du quartier s'était atténué. Quelques habitants observaient depuis leur porche ou à travers les rideaux, incertains de savoir s'ils devaient intervenir ou rester silencieux. La scène qui se déroulait était trop familière, une confrontation inutile fondée sur des suppositions plutôt que sur des preuves. La femme, consciente du public croissant et du potentiel d'escalade, saisit son sac de manière délibérée et en sortit sa pièce d'identité. « Voilà, dit-elle en la lui tendant avec une calme mesurée. « Voici mon nom, mon adresse, et oui, je vis ici. » Il examina la pièce d'identité, son froncement de sourcils s'approfondissant. Son contrôle sur la situation vacillait, mais ses préjugés ne lui permettaient pas de céder. « Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?» demanda-t-il, son ton accusateur, comme si son explication de vivre ici ne suffisait pas à le satisfaire. Sa patience fut mise à l'épreuve, mais sa détermination était plus forte. « Agent, je me promène dans mon propre quartier, dans ma propre rue. À moins que vous puissiez me dire quelle loi j'ai enfreinte, j'aimerais continuer ma journée. » Son assurance ne lui plaisait pas. Pour lui, son refus calme de se soumettre était un acte de défi, et le défi était inacceptable. Sa main se rapprocha de sa radio, sa posture se raidissant, comme s'il se préparait à intensifier la situation. Mais elle resta implacable, son calme étant un contraste frappant avec son agressivité croissante. La tension entre eux devint palpable, l'air chargé d'un conflit tacite. À ce moment-là, elle ne se contentait pas de défendre son droit de se promener dans son propre quartier. Elle s'élevait contre une vie de micro-agressions, de suppositions et de biais systémiques. La confrontation, bien que brève, posa les bases d'un affrontement plus large. Il ne s'agissait pas seulement du clash momentané entre un officier biaisé et une femme résiliente, c'était l'affrontement de deux mondes. Sa dignité inflexible laissait entrevoir le changement à venir et son empiètement serait bientôt confronté à des conséquences bien plus grandes que ce qu'il aurait pu anticiper.
Elle était bien plus que ce que l'officier avait supposé, bien plus. Son parcours était tout sauf ordinaire, forgé par des années de dévouement sans relâche à la justice et à l'équité. Une professionnelle chevronnée de la police, avec des distinctions et une expérience qui éclipsaient celle de nombreux collègues, elle avait passé plus d'une décennie à gravir les échelons, souvent en tant que seule femme noire dans des espaces dominés par des hommes blancs. Sa carrière était un témoignage de résilience. Elle croyait profondément aux idéaux de la justice et de l'égalité, non pas comme des principes abstraits, mais comme des objectifs réalisables. Son chemin vers les forces de l'ordre était né d'une mission personnelle. Ayant grandi dans un quartier où la confiance envers la police était faible et la peur omniprésente, elle s'était jurée de faire partie du changement. Elle ne voulait pas seulement appliquer la loi, elle voulait transformer la manière dont elle était appliquée. Au fil du temps, son travail en disait long. Elle avait mis en place des programmes d'engagement communautaire, mentoré de jeunes policiers et dirigé des initiatives visant à combler le fossé entre les forces de l'ordre et les communautés marginalisées. Malgré ses efforts, les barrières systémiques avaient souvent terni ses réalisations, réduisant sa voix à un murmure dans une pièce pleine de cris. Pourtant, elle persévérait. Elle était pleinement consciente de la résistance qu'elle affrontait, non seulement de l'extérieur, mais aussi au sein de sa propre profession. Ses idées innovantes étaient écartées comme idéalistes, ses critiques des biais balayées comme des réactions excessives, et sa quête inébranlable de responsabilité lui valut souvent l'étiquette de difficile. Pourtant, elle resta ferme, sachant que chaque pas en avant était un petit mais significatif changement dans la bonne direction. En contraste frappant, se tenait l'officier blanc qui l'avait confronté. Sa carrière dessinait un tout autre tableau, tandis qu'elle grimpait les échelons avec intégrité et un effort inlassable, il avait dérivé sur les courants du privilège et de l'entitlement. Des années dans le département n'avaient en fait que renforcer ses préjugés. Son sentiment d'invincibilité grandissant sans être freiné par une surveillance significative. Pour ses collègues, il était une figure polarisante, loué par certains pour son approche dure, mais critiqué discrètement par d'autres pour son apparent mépris de l'éthique. Son dossier était ponctué de plaintes, arrêts excessifs de minorités, comportements agressifs lors d'interactions de routine et un schéma de situation qui dégénérait inutilement. Pourtant, aucune de ces plaintes n'avait abouti. Elles étaient de balayer d'un revers de main avec des excuses ou enterrées sous le bouclier de la politique du département. Il portait son insigne comme un symbole de pouvoir plutôt que de responsabilité, une distinction qui informait chacune de ses interactions. Pour lui, la loi n'était pas un outil d'équité, c'était un moyen d'affirmer son contrôle. L'incident avec elle n'était pas différent, juste un autre exemple d'action alimentée par les préjugés et renforcée par un système qui le tenait rarement responsable. Cependant, leur rencontre n'était rien de ce qu'il avait déjà vécu. À son insu, la femme qu'il cherchait à intimider n'était pas seulement une victime de ses préjugés. Elle était une force à laquelle il n'était absolument pas préparé, un catalyseur qui allait mettre en lumière tout ce qu'il avait tenté de garder dans l'ombre. Son histoire et son comportement allaient bientôt se percuter, préparant le terrain pour un affrontement bien au-delà de son imagination. L'officier s'approcha avec l'air de quelqu'un qui avait pris sa décision bien avant de parler. Sa main reposait sur sa ceinture de service alors qu'il exigeait une pièce d'identité, son ton étant tranchant et condescendant. « Que faites-vous ici » aboya-t-il, scrutant la femme noire avec un mélange de suspicion et de condescendance. « Ce n'est pas le genre de quartier où vous devriez être. » La femme, posée et calme, se saisit de sa pièce d'identité avec soin. « Je rentre chez moi », répondit-elle, sa voix calme mais ferme. « Y a-t-il une raison spécifique pour laquelle vous m'arrêtez, agent ?» Il ignora sa question et insista. « Nous avons reçu des rapports sur des activités suspectes par ici, » dit-il, bien que ses paroles manquèrent de conviction. « Vous correspondez à la description. » Elle jeta un coup d'œil à la foule croissante de passants qui commençaient à ralentir, ressentant la tension. Certains sortaient discrètement leur téléphone, enregistrant la scène. La femme resta calme, soutenant son regard. « Quelle description cela pourrait-il être ?» demanda-t-elle, son ton teinté d'une défiance silencieuse. L'irritation de l'officier grandit. « Ne soyez pas insolente avec moi » lança-t-il, se penchant légèrement comme pour affirmer sa domination. « C'est moi qui pose les questions ici. » Ce qui suivit fut un échange qui souligna le mépris flagrant de l'officier pour le protocole et le respect. Malgré ses explications calmes, il fit monter la tension, ses mots chargés de menaces voilées. « Si vous ne voulez pas que ça dégénère, vous feriez bien de coopérer » la menaça-t-il, élevant la voix. La tension monta alors que la foule grossissait, des murmures de malaise se propageant parmi les spectateurs. « Elle n'a rien fait !» cria quelqu'un depuis les côtés, sa voix à peine audible au-dessus des diatribes de l'officier. La femme, toujours calme, refusa de laisser l'hostilité de l'officier dicter sa réponse. Ce n'est que lorsqu'il s'approcha, sa posture agressive, qu'elle décida qu'il était temps de changer la narration. Elle redressa ses épaules, sa voix devenant plus ferme mais toujours aussi stable, portant une autorité indiscutable. «
Agent, commença-t-elle, savez-vous qui je suis? Il ricana, balayant ses mots d'un geste de la main. Je me fiche de qui vous êtes. Si vous avez tort, vous serez traité comme n'importe qui d'autre. Ces paroles suivantes le figèrent sur place. Je suis la nouvelle chef de la police de cette ville, annonça-t-elle, sa voix tranchant à travers les murmures de la foule. Elle plongea la main dans son sac, en sortit son insigne et le leva pour que tout le monde puisse le voir. Et je suis votre supérieur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de l'officier perdit toute couleur alors qu'il fixait l'insigne, son arrogance s'effondrant sous le poids de son erreur de jugement. La foule éclata en soupirs et murmures, les téléphones maintenant élevés pour capturer chaque moment du drame qui se déroulait. La femme fit un pas en avant, ses yeux ancrés dans les siens. « Non seulement vous m'avez manqué de respect, dit-elle, son ton ferme mais contrôlé, mais vous avez manqué de respect aux principes de justice et d'équité que cet insigne représente. Votre comportement est inacceptable et ne restera pas sans suite. » L'officier balbutia, cherchant à retrouver ses repères, mais l'équilibre du pouvoir avait changé de manière irrévocable. La foule commença à applaudir, leur voix devenant plus forte en soutien à la femme qui avait transformé un moment d'indignation en un acte décisif d'autorité. Elle se tourna vers les spectateurs, hochant brièvement la tête avant de s'adresser à l'officier pour la dernière fois. « Nous discuterons de votre conduite dans mon bureau demain, dit-elle d'une voix tranchante. » Alors qu'elle s'éloignait, la foule s'écarta pour la laisser passer, leur admiration claire sur leur visage. L'officier resta figé, le poids de ses actions s'abattant sur lui, à mesure que la réalité de la personne qu'il venait de confronter s'imprégnait en lui. L'attitude de l'officier changea immédiatement après sa révélation. Sa posture autrefois confiante vacilla, et une expression de panique traversa son visage. Balbutiant, il commença à faire marche arrière, sa voix désormais dépourvue de l'arrogance qu'il avait portée quelques instants plus tôt. « Chef, je ne me rendais pas compte, marmonna-t-il. Ces mots se heurtant alors qu'il tentait de justifier son comportement. « Je faisais juste mon travail. » La femme, imperturbable face à son changement soudain de ton, resta ferme. Son expression mêlait déception et résolution. « Votre travail, dit-elle d'un ton sec, est de servir et protéger, pas de harceler et intimider. » Sa voix portait une autorité tranquille qui fit taire les murmures de la foule, captivant leur attention aussi efficacement qu'elle avait fait disparaître la confiance de l'officier. Elle se tourna vers un spectateur proche qui avait encore son téléphone levé et lui demanda « Vous enregistrez cela ?» L'individu acquiesça, un léger signe de nervosité sur son visage. « Bien, dit-elle, ses yeux se tournant de nouveau vers l'officier, parce que la responsabilité commence par la visibilité. » Sans hésitation, elle ordonna à l'officier de se retirer. « Retournez à votre voiture de patrouille, lui ordonna-t-elle, sa voix nette. Vous serez contacté prochainement concernant l'enquête sur votre conduite. À compter de ce moment, vous êtes relevé de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. » L'officier hésita, visiblement incertain de la manière de répondre, mais la foule qui se rassemblait rendait sa seule option celle de se conformer. Ses épaules s'affaissèrent alors qu'il se retournait et se dirigeait vers sa voiture, le poids de ses actions l'alourdissant à chaque pas. La femme, désormais seule sous les projecteurs, se tourna vers les spectateurs. À l'ère des médias sociaux, des moments comme celui-ci restaient rarement confinés à leur public initial. En quelques heures, des vidéos de la confrontation inondèrent les plateformes, déclenchant un tourbillon de réactions. Les médias reprirent l'histoire, les gros titres proclamant « La nouvelle chef de police confronte le racisme dans son propre département ». L'incident devint un point de ralliement pour la communauté et un exemple frappant des problèmes systémiques qu'elle avait longtemps cherché à résoudre. La réaction fut rapide et puissante. La communauté, déjà au courant de sa nomination, se rassembla derrière elle avec un soutien fervent. Les habitants louèrent de son calme et son courage face au biais même qu'elle avait pour mission d'éliminer. Les plateformes de médias sociaux bourdonnaient de messages de solidarité. Et des voix importantes dans les droits civiques et la réforme de la justice amplifièrent son histoire, qualifiant cela d'un moment décisif dans la lutte contre le profilage racial. Beaucoup virent l'incident comme un reflet brutal des défis qu'elle avait avertis et un rappel de la manière dont les préjugés enracinés pouvaient se manifester, même au sein d'institutions censées défendre la justice. Mais pour d'autres, ce fut un symbole d'espoir, un moment qui prouvait que le changement n'était pas seulement possible, mais déjà en marche. À la fin de la journée, les actions de la femme n'avaient pas seulement consolidé sa position de leader, mais elles avaient également déclenché une conversation plus large sur les changements systémiques nécessaires dans les forces de l'ordre. Elle avait transformé un acte d'injustice en un catalyseur de transformation, sa détermination fixant le ton pour ce qui allait suivre. L'enquête formelle sur le comportement de l'officier avança rapidement, ne laissant aucune pierre non retournée. Les témoignages de témoins, les vidéos des passants et le dossier de l'officier comportant des plaintes antérieures peignaient un tableau accablant de son comportement. Il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un schéma plus large d'abus d'autorité. En quelques jours, le département annonça sa suspension.
et peu après, il fut licencié. Face à des conséquences juridiques et professionnelles, la carrière de l'officier se désintégra alors qu'il devenait un exemple de la politique de tolérance zéro du département sous sa nouvelle direction. La chef de la police ne perdit pas de temps pour aborder les problèmes sous-jacents que l'incident avait exposés. Lors d'une conférence de presse, elle se tint devant une mer de journalistes et de membres de la communauté, son calme et sa conviction inébranlable. « Cet incident ne concerne pas seulement les actions d'un agent », commença-t-elle. Il s'agit d'une culture qui, pendant trop longtemps, a permis aux préjugés et aux comportements répréhensibles de passer inaperçus. Cela change maintenant. Fidèle à sa parole, elle annonça un plan de réforme complet. Une formation obligatoire sur les biais implicites et la compétence culturelle seraient mises en place pour tous les agents. De nouvelles mesures de responsabilité, incluant des caméras corporelles et des revues indépendantes des allégations de mauvaise conduite, furent introduites. Elle souligna que chaque agent de son département serait tenu au plus haut standard, sans exception. La réponse de la communauté fut largement positive. Les habitants qui avaient longtemps douté des forces de l'ordre commencèrent à ressentir un sentiment d'espoir. Les leaders communautaires louèrent ses actions rapides et sa volonté de collaborer avec les organisations locales pour construire des ponts. Des réunions furent organisées pour ouvrir un dialogue entre les policiers et les quartiers qu'ils servaient, favorisant la compréhension et le respect mutuel. Sous sa direction, le département subit une transformation. La police, autrefois un symbole de division, commença à être perçu comme un partenaire du bien-être de la communauté. Les agents qui partageaient en sa vision de l'équité et de la justice se levèrent, soutenant ces réformes et travaillant activement pour regagner la confiance de la communauté. Les efforts de la chef de la police ne se limitèrent-ils pas aux changements départementaux. Elle s'associa avec des écoles, des centres communautaires et des groupes de défense des droits pour aborder les causes profondes des conflits, des programmes de sensibilisation auprès des jeunes, aux ateliers sur la désescalade et la résolution des conflits. Son engagement en faveur de l'autonomisation allait au-delà des forces de l'ordre, créant des opportunités pour que les voix marginalisées soient entendues et élevées. L'impact de son leadership résonna bien au-delà de sa ville. Les agences de police des zones voisines prirent note et certaines adoptèrent même des réformes similaires inspirées par son travail. Elle devint une figure nationale de la réforme policière, son nom étant synonyme de responsabilité, de justice et de changement. Grâce à ses actions, elle transforma un moment d'humiliation en un mouvement pour l'autonomisation, s'assurant que sa communauté ne tolérerait plus le préjugé ni l'injustice. Sa résilience et sa vision donnèrent un exemple puissant, prouvant qu'en dépit de l'adversité, le changement est toujours possible lorsqu'il est guidé par la détermination et l'intégrité. Le département de police, autrefois critiqué pour son manque de responsabilité, commença à se transformer sous sa direction. Les changements furent immédiats et percutants. Les agents devaient assister à des sessions de formation sur les biais implicites, les techniques de désescalade et l'engagement communautaire. Un nouveau comité interne de surveillance fut créé pour enquêter sur les plaintes, garantissant transparence et équité. Le moral au sein du département commença à évoluer, les agents qui valorisaient l'intégrité adoptant les changements et ceux qui résistaient à la responsabilité étant contraints de s'adapter ou de partir. L'engagement communautaire devint une pierre angulaire de son leadership. Des réunions publiques furent organisées régulièrement, offrant aux habitants une plateforme pour exprimer leurs préoccupations et fournir des retours directement au département. Des programmes furent mis en place pour combler le fossé entre les policiers et les citoyens, comme des initiatives de mentorat pour les jeunes locaux et des projets communs d'amélioration des quartiers. La présence du département dans la communauté évolua d'une simple application de la loi à un partenariat, favorisant un sentiment de confiance qui avait longtemps fait défaut. L'incident qui a déclenché son ascension à la direction est devenu une histoire nationale mettant en lumière les problèmes systémiques au sein des forces de l'ordre. Les groupes de défense des droits, les leaders locaux et les figures nationales ont salué ses actions rapides et son engagement en faveur de la réforme. La transformation de son département est devenue un modèle pour d'autres, inspirant des changements similaires dans les villes voisines. Les discussions sur l'équité et la justice dans les forces de l'ordre ont gagné en importance, son histoire servant d'exemple puissant de ce qui pouvait être accompli lorsque le leadership s'alignait avec les valeurs de justice et de responsabilité. Malgré les défis qu'elle a rencontrés, la nouvelle chef de la police est restée concentrée sur sa mission. Elle abordait chaque jour avec une combinaison de détermination et d'humilité, comprenant que le changement significatif nécessitait de la persévérance et de la collaboration. Sa capacité à allier force et empathie lui a valu le respect non seulement de ses agents, mais aussi de la communauté qu'elle servait. Dans la scène finale, la femme est assise dans son bureau, un espace qui symbolise à la fois le poids de sa responsabilité et le potentiel de progrès.
Par la fenêtre, elle observe la ville qu'elle a juré de protéger, ses rues animées de vie et d'espoir. Sur son bureau se trouve une copie de la nouvelle déclaration de mission du département, un reflet de sa vision pour une force de police juste et équitable. Ses pensées reviennent brièvement à ce jour de l'incident. Un moment qui aurait pu briser son esprit, mais qui est devenu au contraire le catalyseur du changement. Elle sait que le travail à venir est loin d'être terminé, mais elle est prête à y faire face avec une détermination inébranlable. Alors qu'elle se prépare pour la journée, ses mots résonnent avec conviction. La justice n'est pas une question de pouvoir, c'est faire ce qui est juste, peu importe qui vous êtes. L'histoire se termine par son départ du bureau pour rejoindre son équipe, un symbole de leadership fondé sur l'intégrité et un rappel que le courage d'une seule personne peut allumer un mouvement pour la justice et l'égalité.